Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bonjour Evelyne. Bonjour Seynabou. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir de vous avoir toutes les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Hello Marina. Salut Seynabou. Ça va? On est bon là? Tout est calé? Je pense. Tout est droit? Il trouve que je suis très exigeante avec les plans, parce qu'il faut que ce soit bien droit, qu'on nous voit bien de face. Et tout. Voilà. Vous faites une bonne équipe. Exactement. Oui. Non, et tiens à ce qu'on voit qu'on est de très belles femmes, tout ça, sous notre meilleur jour. C'est ça. Elle a juste raison. Elle a raison. En tout cas, merci de nous accueillir ici. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous êtes dans les bureaux du WIC. Et donc dans les bureaux du WIC, on a l'équipe du WIC, du Women's Investment Club, et on a l'équipe de WIC Capital, donc qui est le fonds d'investissement que je gère. Donc on a deux équipes au sein d'un même bureau et on collabore. C'est l'équipe du WIC, il faut savoir qu'elle s'occupe aussi de l'assistance technique, donc tout ce qui est dans la WIC Academy. Et l'équipe que je gère, c'est vraiment une équipe de professionnels de l'investissement. En tout cas, quand on est arrivé, on s'est dit, tiens, on sent l'énergie féminine dans ces locaux. Totalement. Alors, Ouma Sani, qui est la directrice du WIC, a fait un excellent travail en aménageant ses locaux il y a 2 ans. Et on est très à l'aise au bureau. On aime bien venir travailler. C'est hyper agréable, c'est décoré, c'est convivial, tout en étant simple. Donc ça. chacun s'y retrouve et on sent vraiment la touche féminine. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, cette salle de réunion où on est, les tables ont été faites par une entrepreneur accompagnée par WIC Academy, Kassan. Et on essaie toujours de faire intervenir les entrepreneurs qui passent par le WIC d'une façon ou d'une autre dans ce qu'on fait. Salut Bousso. C'est ça, salut Bousso, qu'on connaît très très bien et qu'on salue pour le travail et la résilience qu'elle a en fait dans un secteur très compliqué au Sénégal. Et habituellement masculin. Et habituellement très masculin. Et vraiment, moi je suis très convaincue par cette approche pour accompagner, pour aider les entrepreneurs, la meilleure façon de les aider, c'est de leur créer du chiffre d'affaires. Totalement. Et vraiment, c'est quelque chose que j'essaie aussi d'appliquer dans tout ce que je fais. Donc, bravo à Bousso pour ce magnifique travail, tout ce mobilier. Vraiment, on est très, très à l'aise. Donc, on est contente d'être là aujourd'hui. Et alors, dans Parcours, on parle bien sûr de la vie professionnelle, mais on aime bien montrer comment on est arrivé là, comment on est arrivé dans ce parcours. Donc aujourd'hui, toi, on t'interviewe à la fois en tant que toi et à la fois aussi par rapport au WIC. Donc on va avoir une conversation un petit peu avec différentes thématiques. Mais on va commencer avec la petite Evelyne. La petite Evelyne, elle rêvait de devenir quoi quand elle serait grande? Alors, j'ai rêvé de beaucoup de choses. J'ai rêvé d'être danseuse. Ah ouais? Parce que j'adorais danser, j'adore toujours danser. J'ai rêvé d'être reporter de guerre. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est c'est la dernière fois. Et je regardais, je pense, les reportages de guerre à l'époque quand j'étais jeune, dans les années 90. Et je me voyais trop là-bas, en train de prendre des photos et de raconter cette histoire. Alors, j'ai grandi, à un moment, je pense, en étant adolescente, j'ai rêvé de travailler aux Nations Unies parce que je voulais changer le monde. Et à l'époque, je pensais que les Nations Unies changeaient le monde ou que l'humanitaire changeait le monde. Et après, je l'ai quand même un peu testé dans mes études. Parce que quand j'étais étudiante, par exemple, j'étais présidente d'une association, c'était en France à l'époque, et on finançait des écoles au Burkina Faso. Ok. Et en fait, ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a plus éloigné du monde humanitaire, on va dire. Et progressivement, j'ai construit plutôt une volonté d'impact, mais de façon plus soutenable, non plus dans le don, mais vraiment dans développer des entreprises qui vont être durables, qui vont créer de l'impact durable. Donc, voilà, j'ai eu une enfance assez intéressante, assez belle, dans une famille très unie, des parents extraordinaires.
qui m'ont laissé être, en fait. Et la chose qu'ils me demandaient, c'était de bien travailler à l'école. Mais après, ils m'ont très vite entraînée à faire mes choix. Donc, mes choix de série, je me rappelle en 3e, quelle série il faut faire. C'est à toi de voir, ma chère. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle série tu veux choisir? Après le bac, quel type d'études faire? On m'a jamais forcé à faire quelque chose et ça m'a construit. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les parcours. Cette notion, en fait, de se construire aussi à travers les expériences quand on est jeune, parce que c'est très compliqué, en fait, de se projeter, on se projette sur beaucoup de choses, comme tu viens de dire. Et souvent, la réalité est très différente. Et on voit, et c'est quelque chose que je pense qu'on devrait encore plus encourager au Sénégal, les immersions dans les entreprises quand on est jeune, parce que on rêve, on idéalise beaucoup de choses, on fantasme beaucoup de métiers et de parcours. Mais en fait, la réalité est tout autre. Et je pense que pour un adolescent qui se cherche, il n'y a rien de tel, en fait. Et puis, c'est tellement constructeur. C'est vrai. Tellement. C'est vrai. Et l'accès, une chose que j'ai apprise plus tard aussi, c'est l'accès à l'information pour les jeunes. C'est normal quand on passe le bac de ne pas savoir ce qu'on veut faire exactement parce qu'on n'a pas été en entreprise. Même après, pendant les études supérieures, je pense jusqu'à la licence, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Et avoir cette opportunité de tester, de faire des stages, même de 2-3 mois pendant l'été, découvrir un secteur, se dire ça, c'est pas pour moi. Repartir, faire des recherches. Cet accès à l'information, là, il est important. Moi, j'ai grandi au Parcelles Assainies. J'avais la chance d'aller à Notre-Dame parce que ma mère était enseignante dans le privé catholique. Et donc, les enfants d'enseignants ne paient pas l'école. Et donc, étant enfant de classe moyenne, j'ai pu être dans les meilleures écoles à Dakar et ensuite à l'étranger. Et donc, avoir un peu cet accès à l'information. Mais la réalité, c'est que j'ai grandi avec d'autres personnes qui n'ont pas eu les mêmes informations que moi et donc avec des trajectoires un peu différentes, même si après, le destin d'une personne le rattrape quand même. Donc, c'est des gens qui vont quand même se retrouver à faire de choses magnifiques. Mais je me rends compte qu'à un moment donné, on n'a pas eu les mêmes informations et pas eu accès aux mêmes opportunités. Et donc, cet accès à l'information-là, il faudrait voir comment on le développe. En plus, dans une ère où, avec les réseaux sociaux, Internet, normalement, l'information se démocratise, mais comment on est de façon intentionnelle en train de montrer aux jeunes les différents parcours qui s'offrent à eux, les différentes opportunités qui s'offrent à eux. Totalement. Ça, c'est un point, je pense, à creuser. Totalement. Carrément. Il manque même des forums des métiers. Ici, il y en a beaucoup. Moi, je me souviens, ma mère m'emmenait, du coup, c'était en France, et il y avait le centre d'orientation de la jeunesse, un truc comme ça. Et puis, on avait des fiches métiers, et on pouvait découvrir. Mais c'est vrai que c'est un peu angoissant aujourd'hui de te dire, en terminale, il faut choisir ta voie. Tu sais pas, en fait. Moi, le conseil que je donne à mes neveux et aux jeunes, c'est, OK, déjà, je leur dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parfois, ils vont te dire un truc A et un truc à Z, des choses qui n'ont rien à voir, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui les drive. Et puis, il y en a un, il me dit, non, moi, je veux juste quelque chose qui paie bien. Oui. Tu vois? Je veux juste un truc qui paie bien, etc. Clair. Mais en tout cas, le conseil que j'essaie de leur donner en m'inspirant de ma propre évolution, c'est, du coup, va dans une formation assez tronc commun sur les 2 premières années, pour tester, découvrir, et après, tu te spécialises. Moi, par exemple, j'ai fait des études littéraires. Hein. J'ai fait un bac L, mais j'ai fait un excellent bac L. Mais je suis allée faire L parce que je savais que j'avais un truc en plus sur les langues, sur le latin. J'étais bonne en maths et tout, mais je savais que j'avais ce truc en plus. Et je voulais avoir un bac avec mention très bien. Et donc, c'était ma stratégie. Je me dis, je vais faire ça. Mais pourquoi je le fais? Je savais que je voulais pas être médecin. Ou que je voulais pas faire, être astronaute ou faire une carrière super scientifique. Mais je savais déjà que bon, j'allais probablement travailler dans le monde des affaires et que cette trajectoire en L me permettrait de revenir sur ça. Et donc, c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes, c'est, bon, si tu sais que tu as pas un appel sur quelque chose d'extrêmement pointu, peut-être va sur un début assez ouvert, apprends un maximum de choses, et après, une fois que tu auras un peu mieux identifié ta voie, tu pourras te spécialiser. Ouais. Non, c'est clair. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, je l'ai vécu avec ma fille que pendant longtemps,
on savait pas trop quelle orientation en fait elle voulait prendre. Et un jour, elle me dit, mais moi, je veux juste gagner de l'argent. Et donc, ça simplifie les choses. Mais est-ce qu'elle a tort? Non, mais c'est ça. Et donc, ça simplifie les choses. Ça veut dire qu'il faut aller dans un parcours peut-être court où elle va trouver, où l'employabilité aussi est bonne, etc., où elle peut s'insérer rapidement. Et ça aide beaucoup. Et moi, j'ai envie de rester un peu sur ça rapidement. Tu fais un bac L et aujourd'hui, tu es dans l'investissement. On a l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très, tu vois, compatible. Comment tu te retrouves aujourd'hui dans l'investissement en partant d'un bac L? Alors, je pars d'un bac L. J'obtiens la mention que je voulais, parce que du coup, je l'ai préparée. Et donc, j'intègre le lycée Louis-le-Grand, une classe préparatoire. Oui. Donc enfin, là, la meilleure de quittes Dakar et tu pars à Paris. Voilà. Ah ouais, très Et tu sais que à l'époque, je sais pas s'ils le font encore, ils venaient à Dakar pour recruter. Ils prenaient 2 littéraires au Sénégal, 2 scientifiques et une personne en prépa éco. Et donc, voilà, donc j'ai été sélectionnée. Je suis partie à Louis-le-Grand. J'ai continué avec la littérature. Donc moi, jusque 3 ans après mon bac, j'ai fait du latin. Et j'ai fait de la littérature allemande et de la littérature anglaise. Incroyable. De façon très poussée. Oui, mais oui. Philosophie, etc. En prépa, lui, le grand, on sait ce que c'est. Donc, très poussé. Très poussé. Pendant 3 ans, donc, vraiment, littérature dans toutes les langues, littérature allemande, anglaise, littérature latine, philosophie, littérature, voilà, vraiment à fond. Mais est-ce que tu savais ce que tu voulais faire avec ça? Oui, parce que même dans l'entretien pour intégrer Louis-le-Grand, j'avais dit au proviseur, écoutez, moi, je me vois très mal intégrer l'ENS Ulm, qui est l'école nationale, voilà. Je me vois plus, et devenir professeur agrégé de lettres, etc. Moi, je veux être femme d'affaires. Tu vois, donc je lui dis ça, du haut de mes 16 ans et demi, 17 ans, de façon très franche. Et il me dit, oui, mais tu sais que maintenant, tu peux intégrer Sciences Po, tu peux intégrer les écoles de commerce à partir d'une prépa littéraire. Et donc, je passe les écoles de commerce, les concours d'écoles de commerce. Je passe aussi Sciences Po que j'ai pas eu. Et donc, j'intègre l'EDEC Business School. Et même en intégrant l'EDEC, dans ma tête, j'étais un peu dans les filières réservées aux littéraires. Parce qu'ils t'interviewent en te demandant si tu es intéressé par les RH. Il y avait ce qu'on appelait le management des affaires culturelles. Donc, c'est pour être gestionnaire de musées, etc. Je me dis, OK, why not? Et j'ai eu la chance un de mes cousins qui était en France à l'époque, qui travaillait à Alstom, qui me dit, bah, écoute, tu fais quoi cet été? Tu fais quoi pour ton année de césure? Parce qu'on avait toujours l'année de césure entre la 2e année d'école et la dernière année. Et je lui dis, écoute, je suis en train de passer des entretiens dans les cabinets de conseil RH, etc. Et il me dit, on est en train de chercher des stagiaires en contrôle de gestion. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que je découvre la finance, en fait. C'est avec du contrôle de gestion. Et du contrôle de gestion en industrie. Dans un secteur industriel super exigeant. Je commence à faire des modèles financiers, à suivre les coûts, etc. Et en fait, ce qui me plaît, et c'est là que je trouve ma voie vraiment, parce que ce qui me plaît, c'est que quand on est dans la finance, quel que soit le secteur où tu travailles, tu es important, tu es au cœur, tu es vraiment le cœur du réacteur. Sur un projet de 70 millions d'euros, rénovation de centrales en Algérie, le modèle financier, il était extrêmement important parce que genre chaque décalage dans le temps, chaque surcoût impacte la rentabilité qu'Alstom allait en tirer, etc. Et tu apprends énormément parce que donc toi, tu gères les projections financières, mais tu es en train de parler avec tous les ingénieurs qui ont un travail super pointu, mais tu as besoin de comprendre leur travail pour faire le tien et après impacter toute la boîte. Et donc, je fais 6 mois d'abord, ils me gardent 6 mois de plus, mais là, du coup, je devais aller à l'étranger. Ils m'envoient en Allemagne. OK. Et voilà. Et donc, et t'avais fait allemand, on se rappelle. J'avais fait allemand. Et là, voilà. Donc, je vais 6 mois, je suis à l'aise, je vais 6 mois vivre en Allemagne. Et dernière année, donc, pour choisir ma majeure, je dis, bon, je vais faire finance. Et donc, j'ai fait comme ça, finance, audit, contrôle de G sur la dernière année à l'EDEC. Et après, concours de l'inspection générale, pareil, je suis retenue. Moi, je suis toujours le underdog. J'aime bien être le underdog parce que ce concours-là aussi, c'était donc c'est un concours très prisé de l'inspection de Société Générale. On a des milliers de candidats à travers la France, ils en prennent 30. Et je me rappelle quand je passais, donc avec mes frères, on aime bien se taquiner. Et mon petit frère qui me dit, toi, tu penses vraiment que sur 2000 candidats, je sais pas quoi, on va te retenir? Je sais pas, je lui ai dit, bah, je sais pas, sur une erreur, tu vois. J'essaye. On sait jamais, voilà. Et donc, effectivement, j'ai été retenue. Et là, je découvre vraiment la finance,
en milieu bancaire. Et donc, le groupe Société Générale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que de la banque de détail comme on connaît au Sénégal. C'est de la banque d'investissement, c'est du crédit conso, c'est ce qu'on appelle une banque universelle. Oui. Et donc, cette expérience me permet de toucher à tout un peu avec les différentes missions qu'on a eues, de voyager, de connaître pas mal de métiers de la finance. Ouais. Je l'ai fait pendant 3-4 ans. Et là, l'appel du pays. Aïe. Voilà. L'appel du pays, c'est ça. Mais oui, parce que tu es arrivée toute jeune en France. Oui, je suis arrivée à 17 ans, je suis Ouais. restée 11 ans. Enfin, 17 ans, 18 ans. Je suis restée 11 ans, donc je suis rentrée en 2014. Là aussi, franchement, dans mon parcours, avec le recul, je me rends compte qu'il y a eu de la grâce. À chaque fois, il y a eu la bonne personne pour m'orienter, m'offrir une opportunité. Oui. Mais après, tu passes les concours, tu passes les entretiens, Oui, mais la bonne personne qui te donne l'information. c'est ça. On Tu a as le beaucoup bon eu ça, mentor. ouais. On a beaucoup eu ça, ouais. Voilà. Le bon je pense mentor, que tout seul, ouais. on ne peut pas, par exemple, toute seule, j'aurais jamais postulé à Alstom. Ouais. Tout à J'aurais fait. fait un truc en conseil en RH. C'est J'aurais ça. eu une belle carrière en RH, sans doute toujours à Paris, Ouais. avec une vie pépère tranquille, ou je sais pas, peut-être que le Seigneur m'aurait réservé autre chose. Mais grâce à cette information, j'ai eu cette opportunité et j'y suis allée à fond Ouais. et tu vois, j'y ai C'est excellé. ça. Après, du coup, ça me fait choisir une majeure que j'avais pas du tout en tête, même quand je faisais les écoles de commerce. Et après, je sors de là, un concours. Parce que même en dernière année, ce concours, je le prends un peu en plan B. Je voulais retourner à Alstom parce qu'ils ont un graduate programme qu'ils destinent, tu vois, aux jeunes prometteurs, qui vont jeunes faire un peu talents, le tour ouais. de leur filiale, etc. Et donc, moi, ça me parlait bien parce que j'ai toujours aimé voyager. Je me suis dit, bon, c'est un groupe industriel, j'aime bien l'industrie, etc. Et donc, même au moment de rentrer au Sénégal, en 2013, je pense déjà fin 2012, je commence à me dire, écoute, moi, j'ai envie de rentrer. Et puis bon, c'est vrai que je commençais un peu à sortir avec mon mari actuel. Ah, Voilà. Et tu étais au Sénégal. Qui Et était au Sénégal. franchement, moi, je ne me voyais pas faire ma vie en France. Ouais, ouais. Hein. Pour moi, ma vie de famille, je voulais la construire au Sénégal, avoir mes enfants au Sénégal. Et donc, l'appel du pays devient plus pressant. Plus pressant, Ça, ouais. c'est d'un côté. De l'autre, mes parents aussi commencent à prendre de l'âge. C'est ça. Ils me disaient, à chaque fois que je venais en vacances, que je repartais, je pleurais parce que je les voyais tous les deux à la porte de la maison. Mais Et je me dis, mais ils ont fait 4 enfants, on est tous à l'étranger, Ouais. et ils vieillissent, il faut qu'on revienne. Ouais, ouais, ouais. Et donc, 2013, je me fais une liste d'entreprises au Sénégal. J'aime bien faire mes roadmaps Excel. Ça, j'aime. Je sors mon fichier Excel. Je me fais une liste d'entreprises où je pourrais travailler par rapport à mes compétences. Et je rajoute une colonne qui je connais dans ces entreprises ou qui je connais qui connaît quelqu'un dans ces entreprises. Et pragmatique. comme ça, je commence à tisser mon réseau, Ah ouais. tu vois, à parler à des gens, qui me présentent à des gens, etc. Et c'est comme ça que j'entends parler de la création du Fonds 6. Ça, c'était en 2013. Ah oui. Et donc, je rencontre Amadou lors de vacances ici. Il me dit, on va lancer un appel à candidature, postule. Donc là, pareil, je postule. Je suis retenue pour un poste de chargé d'investissement. Et donc, j'ai vraiment eu la grâce. Quand je rentre au Sénégal, j'avais 2 offres sur la table. J'avais Mazar, avec Taïbou, qui est quelqu'un que je respecte énormément, qui est extraordinaire, un bon mentor aussi, et l'offre du Fonds 6. Ouais. Et là, pour le coup, l'investissement m'intéressait bien. Je connaissais pas encore, j'avais travaillé un peu en finance. Le métier de conseil, je ne me faisais pas de soucis parce que c'était très similaire à ce que je faisais à l'inspection. Et j'ai rejoint le Fonds 6. Aventure. Et c'était un excellent moyen de rentrer parce que après 11 ans en dehors du pays, revenir sur une agence de l'État, qui se crée certes, mais une agence étatique quand même. On sait le rôle que le secteur public joue dans nos pays. Donc, ça te permet de savoir un peu tout ce qui se passe dans le pays, etc., etc. Donc, voilà comment je me retrouve dans l'investissement. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, et pour dire que je pense que c'était un vrai appel, bien sûr, quand on est à la SG, on veut rentrer chez soi, on va d'abord parler à la SG locale. C'est ça. Et je me rappelle, lors de vacances, j'ai discuté avec le directeur des grandes entreprises à l'époque. Et donc, il regarde mon CV, on discute longtemps. Et il me dit, je vais pas te retenir pour le poste. Non. Il me dit, je vais pas te retenir pour le poste parce que je pense que c'est un poste sous-dimensionné pour toi. Je te vois plus aller travailler dans un fonds. Ah, carrément, il te dit ça. Il me dit ça. Et effectivement, j'avais pas réfléchi à des fonds, j'avais pas du tout regardé. Donc lui aussi, l'opportunité de regarder. sa petite Voilà, phrase-là t'a orienté aussi. Exactement. Non, en fait, c'est resté là. Ça m'a quand même, voilà, c'était un peu désagréable. Je me dis, bon, écoute, je suis dans l'inspection du groupe. Je veux même pas avoir un poste de chargé de compte, C'est ça. tu vois, à la SG. Et donc, ces petits rejets-là, ces petits noms,
ils sont extrêmement importants dans un parcours parce que c'est ceux qui te Mais c'est les orientations, en fait. C'est un nom positif parce qu'il te dit que c'est pas voilà. la bonne place. Et ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant parce que je discutais il y a pas longtemps avec une jeune entrepreneur. De temps en temps, on essaye quand même tu vois, on se reconnecte, tu vois. Et je me suis dit, bon, je l'appelle pour voir un peu, est-ce qu'on est toujours cohérent par rapport aux choses qu'on propose dans l'accompagnement? Et je dis, mais aujourd'hui, s'il y avait un truc que tu devrais retenir sur l'accompagnement, elle a 25 ans, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, elle me dit le mentorat. Elle m'a dit, j'ai fait plein de programmes, mais les choses vraiment qui ont vraiment changé quelque chose, c'est le mentorat, d'avoir des personnes qui te donnent les bons conseils au bon moment. C'est vrai qu'on parle beaucoup de finances et on en parlera tout à l'heure, mais des personnes qui sont là, qui te disent une phrase, mais parfois, eux, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur ta vie, mais c'est hyper important. Donc, parlons. Je pense autour de nous, comme tu le fais avec tes neveux et nièces. Enfin, dès qu'on a l'occasion, partageons nos expériences, nos connaissances, et puis prenons le temps d'écouter les gens, et puis avec bienveillance, de donner des conseils. Je pense que ça aide énormément. Et on va revenir sur cet aspect parce qu'on est au sein de la WIC. Et on sait à quel point la WIC est investie justement dans l'accompagnement à plusieurs niveaux. Et j'aimerais bien que tu nous dises d'abord comment tu arrives au WIC depuis FONSIS et nous présenter en quelques mots qu'est-ce que fait la WIC. Alors, au FONSIS, j'y suis de 2014 à 2019. En 2016, le WIC se crée avec Chaba, Madji, Tata Senabosek, Alassane Ouad, paix à son âme. Et je me rappelle Amadou Hotz, qui était notre DG à l'époque au FONSIS, était allé au lancement. Et à son retour, je lui disais, mais en fait, Amadou, tu devrais contribuer. Pour nous, toutes les femmes là du FONSIS, tu devrais contribuer les fameux 5 millions pour qu'on devienne membre du WIC. Je fais, ça doit être notre avantage là. Et il répond en rigolant, non, ça doit être votre propre investissement. Et voilà, ça aura d'autant plus de sens de savoir que ça vient de votre poche. Et donc, ça fait un chemin dans ma tête. Et je rejoins quand même le club en 2017 avec mes pauvres économies de charges et d'investissement à l'époque. Et voilà, c'était un plaisir pour moi d'entrer dans le club, de rencontrer des femmes que je voyais un peu de loin, certaines que je connaissais, d'autres que j'admirais en tant que, on va dire, j'étais assez jeune professionnelle. Et on commence à réfléchir à ce qu'on allait faire en club. Ce fonds qu'on voulait mettre en place, quelle taille ça devait avoir, quelle forme ça devait avoir. Et donc, on commence progressivement à structurer WIC Capital jusqu'au point d'être prête à le lancer en 2019. Juste pour expliquer à nos auditeurs qui connaissent pas forcément le WIC. Donc, l'idée, c'était de créer un club de femmes qui mettaient leur épargne ensemble, qui investissaient. Et le ticket d'entrée, c'était 5 millions, c'est ça? 5 millions, tout à fait. Donc, chacune pouvait venir avec 5 millions et ça créait une épargne collective qui devait être investie dans l'entrepreneuriat féminin local. Et en fait, mais vraiment pour revenir sur l'histoire du club, ce qui a motivé les fondatrices et toutes celles qui ont rejoint, c'est en fait, en tant que femmes, à partir de nos positions de privilège, au lieu de nous plaindre tout le temps des problématiques de l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour move the needle, pour changer la donne? Et donc, cet investissement de 5 millions initial, plus l'accompagnement technique que nous allions offrir, le mentorat et voilà, l'ouverture de nos réseaux, parce que dans le WIC, c'est des femmes qui ont entre 20 et 25 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs, qui sont extrêmement généreuses avec ces réseaux pour celles qui sont accompagnées. Je me rappelle que la WIC m'a donné l'opportunité de faire mes premiers pitchs. Et c'était quand même quelque chose, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. À l'époque, le club venait juste de se créer et il y avait quelques membres c'était pas la taille d'aujourd'hui ce que c'est. Et Madji me dit, non, mais viens faire le pitch et tout. Je dis, mais moi, je lève pas des fonds et tout ça, machin. Elle me dit, non, viens, ça va t'entraîner, etc. Et c'était un excellent exercice parce que effectivement, on arrive dans un lieu où on est entouré de femmes qui savent ce dont on parle parce que à l'époque aussi, nous, quand on développait cette communauté, on s'inscrivait dans un business model de monétisation de communauté, etc. C'était assez nouveau, en fait, en termes de marketing digital. Il n'y avait pas vraiment... les personnes à qui on parlait ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire et comment on pouvait faire de l'argent avec ça.
Et donc là, on arrivait en face de femmes qui comprenaient ce qu'on voulait faire, qui avaient aussi ce regard très finance, etc., et qui pouvaient nous conseiller sur comment on allait développer. Et nous, ça nous a vraiment aidé à faire, en tout cas, à shifter et à recadrer un certain nombre de choses. Et depuis d'ailleurs, on parlait de mentor, je rigole à chaque fois avec Magie en lui disant, tu me dois 2 heures par an. Donc, chaque année, j'essaye de la caler pendant 2 heures. Tu n'es pas exigeante, ça va, 2 heures. Oui, mais c'est un peu de l'advisory, tu vois, un peu. Une fois par an, on se cale 2 heures, on se pose, mais vraiment 2 heures où on se parle, où est-ce que j'en suis, je lui dis où est-ce que je suis, etc. Plus en fait ce côté, voilà, shadow, où elle me donne quelques insights par an, mais c'est hyper important, hyper important. Tout à fait. Et je pense que d'avoir créé cet espace-là, ce club, déjà, je pense que ça a rassuré beaucoup de femmes de se dire qu'en fait, on est légitime à vouloir chercher de l'argent, venir pitcher, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, à quoi ressemble ton activité au quotidien? On a suivi la belle aventure de Oui, qui est devenue aujourd'hui une référence. À quoi ressemble ton activité au quotidien aujourd'hui? Alors, au quotidien, en tant que gestionnaire de fonds, parce que mon quotidien, je suis membre du WIC, mais je suis devenue vraiment la gestionnaire du fonds lancé par le WIC. C'est beaucoup de discussions avec les investisseurs, parce qu'on est aussi bien les investisseurs de notre premier fonds que ceux avec lesquels on va travailler dans le cadre du deuxième fonds qu'on est sur le point de lancer. C'est beaucoup de temps avec les équipes sur le portefeuille existant. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un portefeuille de 9 entreprises dans lesquelles on a investi entre 2020 et 2024. Okay. Donc, donc faut suivre. C'est des calls très réguliers avec les entrepreneurs. De temps en temps, des visites terrain. J'ai une équipe qui est très hands-on avec eux et souvent des points directement avec l'équipe pour essayer d'adresser les problématiques éventuelles qui ne manquent pas d'arriver. On sait comment c'est difficile de faire des affaires au Sénégal. C'est aussi beaucoup d'opérations en tant que gestionnaire de fonds. Donc, les opérations, c'est toute la comptabilité, c'est toute l'analyse d'impact. Parce qu'on est un fonds d'impact avant tout. Quand on investit dans une PME, c'est pour qu'elle se développe, mais c'est aussi pour qu'elle génère un impact durable dans l'écosystème, que ce soit en termes de création d'emplois, ou autre. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un fonds qui a été dédié à l'entrepreneuriat féminin? On est les premiers. Au Sénégal ou... Et même en réalité, quand je regarde l'Afrique anglophone, nous, quand on se créait, au Nigeria, il y avait Rising Tide qui était un réseau d'angels. On avait regardé ce qu'ils faisaient, on s'est lancé. Et puis, dans la même année ou un an après nous, il y a un autre fonds gender qui s'est lancé qui s'appelle Arua Capital Management, qui a aujourd'hui fait un excellent travail aussi au Nigeria. Mais vraiment, on est les premiers à avoir dit, à être aussi intentionnels. Parce que beaucoup de fonds avant nous, ou même maintenant, on te dit qu'ils ont une optique genre, mais ils vont regarder par exemple l'emploi des femmes plutôt. Nous, on se dit, on veut pousser le leadership féminin. La vision du WIC, vraiment, c'est de faire émerger des championnes. Parce que quand on s'est lancé, et le constat est toujours le même, on a beaucoup d'entrepreneuriat féminin, mais c'est toujours micro et petit. Et d'ailleurs, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on va toujours penser qu'on va aller sur des petits tickets, sur de la microfinance. Et après, il y a un vide. Et après, quand on regarde les grosses entreprises, il y a très peu d'entreprises dirigées par des femmes, ou pas, ou presque pas. Donc, comment on fait? Donc, nous, toute notre stratégie, on l'a designée pour se dire, OK, cette petite entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que je lui apporte pour qu'elle puisse devenir grande entreprise, donc soit dans la période d'investissement où je suis là, ou même après ma sortie. Donc, c'est du capital, c'est de l'assistance technique et c'est nos réseaux d'affaires. Le capital, pour nous, l'equity, la prise de participation, elle est essentielle. Déjà, c'est un gros besoin pour l'Afrique. Pour nos PME. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans une offre massive d'equity. Les fonds propres, c'est nécessaire. C'est du capital patient, c'est du capital intelligent. Patient parce que on peut offrir des pertes de grâce et rester assez longtemps sans toucher du cashback, ce qu'une banque ne ferait jamais. Et surtout, le fait qu'on soit vraiment hands-on. On va pas les gérer, bien sûr, l'entreprise, mais les points réguliers qu'on fait, cette obligation de reporting, ça permet de pérenniser l'entreprise, la mise en place de la gouvernance. On offre aussi énormément d'assistance technique, donc des missions de consultants sur des sujets spécifiques. Par exemple, quand on voit que les ventes peinent à se développer, se décoller comme prévu, c'est très vite de l'assistance technique dans ce domaine. Ça nous est arrivé d'offrir des missions d'operating partner. Ça, c'est quand on se rend compte que l'équipe a du mal à exécuter vraiment, mettre une équipe d'experts
c'est des managers d'intérim qui vont vraiment venir appuyer, mais dans une logique de transmission de compétences, quoi. Donc, il ne s'agit pas seulement de financer, il s'agit d'accompagner sur tous les aspects qui peuvent aider l'entreprise à grandir. Est-ce qu'il y a une différence, ou enfin, j'imagine qu'il y a, mais quelle différence tu vois, toi, sur l'entrepreneuriat fait par les femmes par rapport à l'entrepreneuriat fait par les hommes? Et quels sont leurs besoins spécifiques? Alors, on nous a tellement challengé qu'on a lancé Week Capital. Les gens me disaient, mais pourquoi vous dites que vous allez financer des entreprises de femmes? Une entreprise, c'est une entreprise. Pourquoi vous voulez avoir ce focus? Mais la réalité, c'est que ce que la femme entrepreneur vit, l'homme entrepreneur ne le vit pas. Et la façon dont sa vie impacte son business, je l'ai pas vu chez les hommes entrepreneurs. Moi, toute ma carrière, j'ai fait que du financement d'hommes, en réalité. Au Foncis, on finançait que des hommes à l'époque. Il y avait même pas de femmes dans le pipeline. Et Elle postulait pas? Elle postulait pas, elle n'était pas forcément à la taille, parce que Foncis, à l'époque, on faisait minimum 300 millions d'investissements, et c'était avant les WeFund, FIR. Maintenant qu'ils ont mis ces fonds, il y a des femmes dans le pipeline. Et donc, déjà, quand tu dis que tu vas chercher des entreprises dirigées par des femmes, ça t'oblige à descendre un peu et aller chercher vraiment les micros et les petites. Et on a eu cette intentionnalité-là sur le fonds 1, de se dire, on va offrir de l'equity à des TPE. La TPE, c'est l'entreprise qui fait moins de 100 millions de chiffre d'affaires par an. Et on a investi vraiment dans des entreprises très early stage, certaines qui faisaient 30 millions, certaines qui faisaient 40 millions, d'autres 60. Et on a mis de l'equity, on a mis de la T qu'il fallait. Donc ça, c'était vraiment la première intentionnalité qu'on a eue avec ce fonds 1. Ensuite, l'aspect soft là, il est tellement important. Même nous, on apprend au quotidien. Tu peux pas être investisseur. Il faut que tu aies cette couche de mentorat. Et là, c'est la chance qu'on a d'être backé par le réseau WIC. Donc, les membres du WIC, elles jouent ce rôle. Par exemple, pour chaque entrepreneur financé, on va identifier dans le réseau une mentor avec une expérience similaire, même si c'est pas exactement dans le même secteur. Ça peut être une expérience entrepreneuriale, etc., qui peut partager et donner ses conseils. Et enfin, au niveau du board, on a aussi une autre membre du WIC qui apporte, elle, l'expertise et qui joue le rôle... un rôle un peu plus mais est-ce que c'est des besoins dans la spécifiques que vous avez identifiés pour les femmes entrepreneurs, qu'elles avaient plus besoin de ces... Moi, c'est ça que je voudrais voir, c'est quelle différence tu vois, justement, toi, Totalement. Elles ont vraiment besoin de cet aspect soft. Et c'est 100% sur l'ensemble du portefeuille. Et je pense que tu peux pas investir dans l'entrepreneuriat féminin sans couvrir ce besoin. Au moins essayer. Ce n'est jamais parfait. Mais voilà. Et ça, le feedback qu'on a pour le coup du portefeuille, c'est que c'est important pour elles, cet aspect un peu humain, cette couche humaine, sans rentrer non plus dans le pathos parce qu'on reste investisseur. Et c'est important pour les gens dont on gère l'argent de rester investisseur, mais apporter cette couche-là qui permet d'accompagner dans la difficulté, c'est important. On a eu des gens qui ont vécu des divorces. Et ça, du coup, pouvoir en parler, c'est important. On offre du coaching, et ça, c'est un autre aspect. On prend systématiquement 6 mois de coaching pour l'aspect développement personnel. Au début, c'était vraiment pour accompagner dans une transition dans la posture de dirigeante. Et finalement, ça a aidé à adresser des problématiques plus personnelles. On a eu des burn-out. Et ça aussi, j'en viens toujours à l'impact que la vie personnelle a sur le business des femmes entrepreneurs. Quand on traverse quelque chose de difficile dans nos ménages, dans nos foyers, on voit direct que nos business en souffrent parce qu'on a tendance à faire beaucoup de choses dans nos entreprises. Et ça, vraiment, je pense que les hommes, c'est pas qu'ils souffrent pas chez eux ou qu'ils n'ont pas aussi des problématiques personnelles, mais honnêtement, sur les 5 dernières années, j'ai l'impression que ça les impacte beaucoup moins, que les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes, honnêtement. C'est l'impression qu'on a aussi, hein. Oui, totalement. Et mais c'est normal aussi, tu vois. Normal. Pour moi, c'est pas une faute de la femme, c'est que on est dans des sociétés où on attend beaucoup de choses de la femme, qu'elle soit chef d'entreprise, quel que soit son rôle, on va toujours attendre qu'elle soit aussi une superbe maman, qu'elle soit aussi une superbe épouse, une belle fille, une fille, et qu'elle soit présente à tout le niveau. Et on n'est que des êtres humains. C'est vrai qu'on a un potentiel spécial. Moi, je suis convaincue que la femme a un potentiel spécial, mais on attend énormément de nous, donc c'est normal. Et donc, faut quand même qu'on puisse mettre les mécanismes en place pour accompagner ça. Et que les femmes aussi, entrepreneurs, sachent très vite renforcer leur middle management. Hein? Aujourd'hui, moi, dans ma vie de chef d'entreprise, mon objectif, c'est que Week Capital puisse fonctionner sans moi. Et donc, les femmes entrepreneurs, celles du portefeuille, je leur dis ça aussi. Il faut que quand tu es fatigué, tu puisses juste être off. Mais pour le faire, ça veut dire qu'il faut que tu aies une bonne équipe qui continue le business. Ton business n'est pas toi. Tu vois, tu n'es pas ton business et ta valeur ne vient pas de ton entreprise. Totalement.
Et hier, le profil qu'on a interviewé nous disait exactement la même chose, que quelque chose, quand elle a fait ce shift de lâcher en fait des choses et de dire qu'en fait il y a des choses qui ne sont pas de sa responsabilité mais de la responsabilité de ses équipes et de leur donner de la place aussi parce que souvent aussi on prend des collaborateurs, on leur laisse pas l'espace d'exprimer en fait tout leur potentiel. Et ça, je pense que aussi c'est peut-être un peu féminin des fois c'est notre bébé et donc voilà, on le lâche pas et on a l'habitude de gérer tellement de choses qu'en fait on a tendance à continuer quoi. C'est ça. Mais on s'use. On s'use. Nous, ce dont tu parles, ça résonne beaucoup et je crois qu'on a déjà même eu la conversation par rapport à ça, de savoir en fait moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui manque quoi. Et même nous, dans nos programmes, on se challenge maintenant, on les amène dans des sentiers, hors des sentiers battus parce qu'on se rend compte qu'en fait, les hard skills, c'est pas compliqué en soi, en fait. Ou sinon même, l'assistance technique peut permettre, en fait, de répondre à ça. Mais aujourd'hui, on sait très bien que quand on investit dans une entreprise, mais on investit dans une personne. Oui. Et c'est fondamental. Et nous, on a aussi shifté pas mal de choses dans notre façon de faire. Marina fait maintenant de l'intelligence menstruelle dans nos programmes. C'est excellent, parce que ça. Oui, parce que... Je me rappelle de ce que Rugato a fait au forum, là, le dernier forum. Elle nous a fait une superbe session. C'est ça. Et j'ai tellement appris. Ah, mais c'est ça. Mais ça change tout, en fait. Pouvoir se connaître et comprendre comment on fonctionne et en fait ne pas se dire que c'est pas bien, parce que le problème souvent qu'on a les femmes, c'est qu'on essaie de rentrer dans les cases des hommes. C'est ça. Et quand on prend conscience qu'il y a des spécificités et c'est pas mal ou bien, c'est juste c'est des spécificités et si on les regarde et qu'on les prend en compte comme vous faites avec le WIC, bah du coup c'est là qu'on avance quoi. Tout à fait. C'est ça qui est top. Et nous, aujourd'hui, bon, voilà, on monte quand même des programmes qui sont des fois même à 100% soft. On coach aussi avec certaines qui sont d'ailleurs membres de WIC, des coachs, voilà, qui sont très, très bien. Et on s'est rendu compte vraiment de ça. Et finalement, aujourd'hui, quand vous recevez... moi, j'ai bien envie de voir aussi le avant et après. Parce qu'on voit qu'en fait, il y a tout un travail qui est fait aussi bien auprès de cette femme chef d'entreprise, de son entreprise. Mais elles arrivent comment? Et en fait, elles repartent comment? J'ai envie de savoir quand elles vous abordent ou quand vous les abordez, elles sont dans quelle posture? Ok. Alors, quand on les aborde, en général, elles sont en levée de fonds. Et ça, pour moi, c'est important de parler à des gens qui sont déjà en levée. Parce que il faut pas lever parce que l'investisseur est intéressé par soi. Il faut déjà être dans une démarche de levée de fonds. Ça veut dire que j'ai déjà moi-même en tant qu'entrepreneur cette vision de croissance de mon entreprise et j'ai déjà cette stratégie. Je sais déjà où je vais. Aujourd'hui, c'est un point d'honneur pour nous de ne pas être plus ambitieux que l'entrepreneur qu'on a en face. Parce que pour nous, investisseurs, c'est très facile de voir un business et de voir où ce business peut aller. Et parfois, nous-mêmes, on est overexcited. Et je dis à mon équipe, non. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'entrepreneur et son équipe qui vont exécuter. Donc, si eux-mêmes ne voient pas où ils peuvent aller, c'est pas à nous de leur dire, écoute, ton besoin, il est de toi, etc. On a pu peut-être le faire par le passé et ça, aujourd'hui, on y fait très, très attention. Il faut vraiment que ce soit une démarche où on va l'un vers l'autre, où l'offre rencontre la demande, mais pas un scénario où c'est l'offre qui va générer la demande. Parce que bien sûr, souvent, c'est tentant. Hein, tu te dis, tiens, j'ai été approché par WIC Capital et si je levais des fonds, ça veut dire que je peux lever des fonds si je levais des fonds. Parce que c'est challenging. Hein, c'est challenging. Donc, mais pour répondre vraiment maintenant à ta question, le avant-après. Nous, on a investi, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des TPE, fonds 1. Nos entreprises, en moyenne, elles font individuellement 37% de croissance par an, en moyenne. Et quand on investit en equity avec notre instrument, c'est ça qu'on cherche. On cherche la croissance rapide. On ne cherche pas des croissances de 10% par an. Parce que là, pour le coup, le financement bancaire est un peu plus adapté. Il faut au moins il faut qu'on puisse passer de 60 millions à 500 millions, quoi, pendant notre période d'investissement. C'est ça qui nous intéresse. Passer de la TPE à la moyenne entreprise. Passer de la petite entreprise à la moyenne entreprise. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est pas évident à faire. C'est énormément de travail. Ça implique que le marché soit prêt pour le produit ou le service. Exact. Et ça implique une agilité aussi à s'adapter et à pouvoir prendre des décisions très rapides. Si ça marche pas, je me repositionne, pour continuer à me développer. On est vraiment sur des entreprises.
Là, ça fait combien de temps les premières entreprises qui ont été financées? Les premières ont été financées en 2020, donc ça va faire 6 ans cette année. On en a les 2 premières, c'est eCover Ouais. et Saraya. Et après, on a investi dans Boo en 2021, Quelly, voilà. Et aujourd'hui, avec ce recul, vous avez un recul aussi bien sur la constitution du fonds, sur l'accompagnement et l'investissement auprès de ces femmes. Quand ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche? Quand ça marche, celles qui marchent le mieux, qui ont les plus belles croissances. Bon, déjà, c'est des entreprises avec où l'entrepreneur a un bon background et l'expérience de l'entrepreneur est très importante. Il faut que l'entrepreneur ait travaillé en entreprise. Ou qu'elle ait déjà créé des entreprises. Parce qu'en fait, le succès, il s'invente pas comme ça. Le succès vient d'essais-erreurs, d'apprentissage, d'une certaine maturité. On a beau dire, c'est la réalité. Oui. Le succès vient aussi de la capacité à travailler et à collaborer avec plusieurs acteurs. Oui. Donc, pouvoir collaborer avec l'investisseur. Parce que l'investisseur, du coup, il a une expérience variée de différents investissements, de vie passée également. Donc, pouvoir être à l'écoute de ça et être preneur et demandeur. Les meilleurs entrepreneurs, c'est celles qui vont te fatiguer pour demander des conseils. Elles vont t'appeler à X time juste parce qu'elles sont en train de prendre une décision et elles veulent tes inputs. Oui. Par contre, celles qui veulent travailler dans leur coin, là, c'est plus difficile, quoi. En fait, c'est dommage pour moi d'avoir un investisseur et un réseau et de pas le leverager et de se mettre en porte-à-faux. Mais ça révèle plutôt d'un mindset et d'une peur. Ouais. Et c'est là où le coaching va jouer. Exactement. C'est là que le coaching joue un rôle. Et c'est là qu'aussi notre choix et notre sélection est importante au moment du sourcing. Ça aussi, c'est une leçon apprise. Aujourd'hui, dans notre processus de sélection, on va faire beaucoup plus attention à l'humain et aux problématiques de santé mentale. On a beau le dire. Voilà, faut qu'on fasse attention à ça et qu'on l'intègre dans notre tri, parce que la vie d'un entrepreneur, elle est difficile. D'un entrepreneur qui a des investisseurs, elle est encore plus challenging et encore plus exigeante. Donc, il faut qu'on ait des gens qui peuvent tenir, en fait, après ça et vraiment collaborer. Autre facteur de succès, c'est, pour moi, ce que je dis toujours, it takes a village. Yeah. C'est quand on a 8 Capital, qu'on a le BMN, on a la DPME, on a tous les acteurs de l'écosystème en place qui sont ensemble pour appuyer telle entreprise. Là, on voit vraiment du résultat. Et autre facteur, et qui est extrêmement important pour nous dans notre fonds 2, c'est la diversification. Donc, nous, on va chercher des entreprises qui exportent ou qui sont sur le point d'exporter, parce que le marché sénégalais, my God, il est difficile en ce moment. La consommation est en berne. Ouais. Et du coup, je suis très, très fière de notre portefeuille parce que même entre 2023, les émeutes, les machins, elles ont toutes été en croissance. Et le Covid, parce que vous avez eu le Covid. Oui, on a investi pendant Covid. C'était difficile. Et ces entreprises, elles ont continué de croître, peut-être à des rythmes plus bas que ce qu'on avait imaginé, mais elles ont continué de croître chaque année. Donc, certaines plus bas, d'autres ont eu d'excellentes croissances, d'autres plus moyennes. Mais bon, c'est ça aussi dans un portefeuille. Il y a les super performants et les moins performants. C'est ça. Voilà. On a aussi pris une casse. Ça aussi, c'est la vie d'un investisseur et on anticipe. Voilà. On espère ne pas en avoir d'autres ou de façon très limitée. Mais bon, c'est pareil. Et qu'est-ce que vous allez changer, du coup, sur le fonds 2? Alors, fonds 2, je disais tout à l'heure, on avait été très intentionnel sur les TPE. On est obligé de lâcher les TPE. Il faut pas lâcher les TPE. On va aller sur les PME. Parce que donc ces entreprises, elles sont développées, elles ont eu de la croissance, mais pas aussi rapide. Et le challenge, c'était vraiment aussi, la taille ne permet pas d'avoir l'équipe qu'il faut. Et donc, beaucoup de choses continuent quand même de reposer sur l'entrepreneur. Tout à fait. Et il faut des équipes. Mais une boîte qui fait 60 millions, 70 millions de chiffre d'affaires, elle ne peut pas avoir un super RAF. C'est ça. Elle ne peut pas avoir, tu vois, un super responsable commercial, etc. Donc, l'idée, c'est de partir sur des entreprises qui font au moins 100 millions de chiffre d'affaires et qui vraiment sont sur des trajectoires de croissance, mais qui n'ont pas le capital qu'il faut, parce que la réalité, c'est que ces entreprises-là, on voit des entreprises qui font 200 millions, 300 millions. Quand elles vont à la banque, peut-être elles peuvent avoir un prêt, mais c'est 25 millions, 50 millions. Ouais. Donc ça ne finance pas la croissance. Tu as besoin quand même d'un beau ticket pour augmenter significativement ta production, recruter quand même un peu de talent, faire des campagnes marketing, parce que le go-to-market est super important sur les modèles d'affaires qu'on cible. Donc vraiment, on part sur des entreprises un peu plus grosses. On reste sur le genre, parce que c'est notre intentionnalité, même si on aura une petite flexibilité de peut-être investir dans des entreprises avec des hommes, mais qui travaillent avec des femmes entrepreneurs sur leur chaîne de valeur. Par exemple, une entreprise qui fait de la transformation, mais qui travaille avec des GIE ou qui travaille avec des PME comme fournisseurs. Donc, avec l'idée de se dire, si cette entreprise scale,
ces TPE-là qui sont sur sa chaîne de valeur vont devenir petites, moyennes entreprises. C'est ça. Hein? Qu'est-ce qui change d'autre? L'équipe. Il faut des entreprises avec un middle management, ne serait-ce même petit. Il faut pas que ce soit que Le fondateur. sur le fonds 1, on a fait on a investi dans une entreprise où l'entrepreneur était solo entrepreneur. Et ça, c'était en fait beaucoup trop demandé. C'était beaucoup trop de choses en même temps. Avoir une équipe, voilà, it was too much. Donc là, maintenant, il faut que l'équipe soit en place, même s'il faut la renforcer derrière. C'est vraiment significativement les nœuds de votre truc. Et ça veut dire que la première thèse d'investissement, vous la faites évoluer ou vous faites les deux? Non, non, on fait pas les deux. On pourra plus faire d'entreprises qui démarrent. C'est ça. On ne pourra plus faire de TPE. Ouais. On reste sur, voilà, vraiment des entreprises un peu plus grosses. Avec des tickets, du coup, un peu plus gros, on va pouvoir investir jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, c'est 1 milliard 3. Alors que sur le fonds 1, notre cap, c'était 500 000 euros. Donc, 300 millions. C'est ça. Donc, on change de taille un peu. Après, le fonds aussi change de taille. Fonds 1, c'était 5 millions d'euros. Là, ça va être 30 millions d'euros pour les deux pays. Donc, avec aussi toujours une présence plus forte en Côte d'Ivoire. Le WIC Côte d'Ivoire s'est beaucoup développé entre-temps. Donc, l'idée, c'est de faire à peu près 50-50 sur les deux pays. Et justement, sur vos levées de fonds, alors là, vous êtes des femmes. Maintenant, c'est vous qui êtes dans la position de l'entrepreneur à chercher des fonds. Comment vous êtes reçue en tant que femme avec vos fonds de femmes? Alors, c'était important de le structurer de façon très professionnelle, d'où l'équipe de gestion et le fait que, du coup, c'est Evelyne Dior qui va lever et Chaba Kamarassi. Donc moi, pareil, hein, j'ai eu le chemin, donc j'ai géré le fonds 1. Fonds 2, donc je commence à lever seule. Et bien sûr, nous-mêmes, ce qu'on dit aux entrepreneurs, on nous le dit, c'est OK, mais tu es seule, quoi. Je dis non, je suis pas seule, j'ai le réseau WIC derrière. Oui, mais bon, au quotidien, c'est toi, tu vois. Ça. Et donc là, je vais voir Chaba, qui était ma PCA et la présidente du comité d'investissement et une fondatrice du WIC, donc déjà très présente quand même sur le fonds 1. Et je lui dis, écoute, Chaba, j'aimerais que tu viennes à temps plein sur WIC Capital pour être mon associé. Et on va lever ce fonds ensemble. Et donc, c'est comme ça que très tôt, elle a rejoint. Et donc, on a levé ce fonds en tant qu'associés toutes les deux. Et donc, dans ce cas, et donc, tu te positionnes, tu es l'entrepreneur des allocateurs de capital, hein. Et nous, nos investisseurs, c'est ce qu'on appelle les DFIs, les institutions de financement et de développement. C'est des fondations, c'est des fonds de fonds. Oui. C'est des sociétés d'assurance. C'est tous les gros, capitaux, quoi. Oui. Et donc, quand tu y vas, ce qu'on pitch dans un fonds, c'est la thèse d'investissement, c'est la stratégie. Donc, nous, notre thèse, c'est libérer le potentiel des entreprises dirigées par des femmes. En apportant du capital, de l'assistance technique et les réseaux. Comment je le fais? C'est la stratégie. Je fais des tickets de X à X, je fais de l'equity, je fais du compte courant associé. Voici comment je me rémunère, comment je m'assure que j'ai le retour. Voici les secteurs que je cible à telle proportion. Et donc tout ça, faut bien l'articuler. Donc par exemple, nos secteurs d'activité, on a fait un weighting de l'impact possible, de la possibilité de rentabilité, de la disponibilité de pipeline dans nos pays et des risques. Et des restes, c'est ça. Et donc sur ça, on s'est dit, OK, l'agribusiness, ça va être 35%. Oui. L'éducation, ça va être X%. L'industrie, ça va être X%. Et donc ça, tu leur vends ça. Et après, tu leur dis, bon, pour faire ça, voici l'équipe. Voici ce qu'on a fait. Donc, Chaba, 35 ans de secteur privé au Sénégal, Deloitte, elle va s'occuper du poste investissement et de la création de valeur. OK. Elle est parfaite pour ça. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que j'investis, que je finance. Je m'occupe du deal making, de la relation investisseur. Chaba va aussi s'occuper des relations avec le WIC, des opérations. Donc, notre truc en ligne avec son track record. C'est ça. Et après, l'équipe. Désiré Zilan, il est avec nous depuis 2019. On a recruté 2 analystes à Dakar, un analyste à Abidjan, une chargée ESG Impact, etc. Donc, l'équipe est super importante pour nos investisseurs, de la même façon que l'équipe est importante pour l'équipe des entreprises que nous finançons est importante pour nous, parce que c'est eux qui ont pérennisé. Et eux, quand ils regardent l'équipe, ils regardent aussi notre capacité non seulement à les attirer, mais à les garder, comment on les incentive, comment on les, tu vois, c'est quoi notre politique de rétention. Vraiment, ils regardent la même chose que nous. Non, mais totalement. Exactement. Et ils viennent après sur le terrain. Et là, on va voir notre portefeuille et poser des questions à notre portefeuille, à nos entrepreneurs. Pourquoi vous êtes allé vers WIC? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez WIC contrairement à un autre fonds, etc., etc. Comment se passe la relation? Ils regardent est-ce que ces investissements sont en bonne voie?
S'ils sont pas en bonne voie, qu'est-ce qu'on en a appris? Qu'est-ce qu'on en retient? Comment ça impacte la stratégie du fonds? Et donc, on est quand même en levée depuis 2023. Hein. Donc, ça nous a pris 2023, 2024, 2025. Et là, maintenant, on va closer, on va lancer le fonds. Waouh, voilà. C'est un sacré boulot. Et en tant que femme, vous êtes aussi bien reçue si vous avez une bonne équipe. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'était pas en tant que femmes, c'était avec la stratégie qu'on a de cibler des femmes. Okay. Les gens sont très sceptiques sur l'entrepreneuriat féminin. Tout le monde parle de genre, mais la réalité, c'est qu'ils se disent, est-ce qu'il y a assez de bonnes entreprises où investir qui sont dirigées par des femmes? C'est là qu'on devient les advocates de l'entrepreneuriat féminin. On leur dit oui, voici le marché, voici les données, etc. Il manque juste du capital et de l'intentionnalité. Le fait qu'on soit femme, finalement, moi, je l'ai pas senti, même si, bon, après, les rapports montrent bien que les fonds dirigés par des femmes lèvent moins. On va leur demander plus de choses, etc. Donc, il y a le même gap au niveau fonds qu'au niveau portefeuille. En réalité, sur la représentation des femmes. Okay. C'est ça. Mais vous y êtes quand même arrivé. On y est quand même arrivé parce que bon, à la fin de la journée, on a au WIC, on a une belle structure et cette stratégie-là de faire des PME dirigées par des femmes, sans le réseau WIC, c'est très difficile. Mais la secret sauce, c'est le réseau WIC. Parce qu'une société de gestion seule ne peut pas passer son temps à être mentor, board member. C'est beaucoup trop de travail. C'est pas possible. Mais le fait de pouvoir compter sur des femmes avec cette qualité, ce niveau d'expérience pour appuyer, ça, c'est assez convaincant. Il y en a combien aujourd'hui? Au Sénégal, on est 100, une centaine. En Côte d'Ivoire, elles sont à peu près 70. Et c'est fermé ou pour les personnes que ça intéresse? C'est pas fermé, on continue de prendre des membres. On peut toujours venir et devenir membre. C'est toujours 5 millions? Oui, mais c'est même plus parce que c'est 5 millions au début, mais il faut aller jusqu'à 11 millions. Tu as mentionné, en fait, dans vos pitchs, quand vous allez rencontrer les investisseurs pour chercher des fonds, qu'ils vous posent plein de questions, qu'ils vous demandent, qu'ils se posent vraiment la question du potentiel, etc. On parle souvent des femmes comme quoi elles sont souvent dans les mêmes secteurs, les mêmes activités, qu'elles font toutes la même chose. Moi, je le vois beaucoup, notamment en région, où bon, elles sont toutes dans la transformation, etc. Donc, il y a vraiment cette question d'innovation. Peut-être, j'imagine que ça aussi, vous l'intégrez pour amener en fait des comment dire, pour permettre à l'entrepreneur justement d'aller sur cet effet multiplicateur assez intéressant. L'innovation peut accélérer ça. Et je voulais savoir en fait de ton expérience, est-ce qu'il y a encore des secteurs un peu vierges ou des domaines où en fait les femmes n'y vont pas trop alors qu'en fait elles pourraient prendre beaucoup plus de place et se créer beaucoup plus d'opportunités à accéder au financement? Oui, enfin, elles sont très présentes sur l'agribusiness. C'est pour ça que nous, ça va être 35%, ça va être le plus gros poids du portefeuille. Très peu présentes sur des activités purement industrielles. Sur la santé, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on les voit pas tant que ça, alors que c'est un de nos secteurs cibles. Mais elles y sont. Et du coup, nous, notre challenge en tant que gestionnaire de fonds, c'est d'aller dégoûter les quelques femmes là qui sont dans ces secteurs, qui nous intéressent, qui sont impactants. Et voilà, qu'elle soit vraiment dans cette optique, en espérant qu'elle soit déjà dans la levée de fonds, soit vraiment dans cette optique de fundraising. Mais oui, clairement, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on est largement représenté sur l'agribusiness. On pense aussi à beaucoup de secteurs qui ont un potentiel de structuration, une fois structuré, qui pourrait aussi décoller, notamment la cosmétique. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la cosméto, mais qui sont pas encore, voilà, à ce niveau-là où on peut retrouver leurs produits un peu partout dans le monde. Parce que c'est de ça dont on parle. On parlait du Sénégal, enfin, c'est un quartier de Lagos, quoi, Sénégal. C'est pas un marché. Donc, vraiment, le marché, c'est d'avoir des produits qui potentiellement s'exportent et qui ont ce potentiel d'exportabilité et d'aller chercher, en fait, ces marchés étrangers. Et je pense qu'aussi, des fois, c'est pas mauvais de se dire c'est ça qu'on sait faire, faisons-le encore mieux. C'est ça. Voilà. C'est des secteurs où on a beaucoup de valeur ajoutée, hein, la cosméto, l'alimentaire même. Je pense on sous-exploite largement le potentiel de nos entrées sur ce domaine-là. Sur la cosmétique, on a misé sur en fond 1, et moi je pense vraiment qu'elle a énormément de potentiel, c'est les laboratoires Arbre de Vie. Et nous, ce qu'on a beaucoup aimé dans son modèle, c'est que, elle mise aussi sur le fait qu'il y ait tant de marques cosmétiques, parce qu'elle leur vend de la matière première, et elle produit en marque blanche.
Donc, elle produit pour quelques marques qu'on connaît sur le marché. Ça et donc, ça, aussi, c'est c'est un un modèle bon aussi modèle. à scaler. Donc, on a investi, elle a un laboratoire vraiment top-notch, très moderne. Et aujourd'hui, on est en train de l'appuyer sur la partie go-to-market pour augmenter significativement ses ventes. Mais elle, par exemple, d'année en année, elle double son chiffre d'affaires, quoi. Ah oui. Et elle est très, très à l'écoute, extraordinaire. Et franchement, elle fait de super, super produits. Si jamais vous voulez lancer une marque cosmétique, c'est la bonne pour produire. Bravo. Moi, je me tâche, je vais peut-être lancer une marque cosmétique. C'est bien. Et justement, depuis quelque temps, je me pose des questions sur les spécificités aussi des business féminins. Et j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est justement ces business qui font d'autres business qui travaillent sur toute la chaîne de valeur. Parce elle a sa marque, mais finalement, elle fournit de la matière première, elle a son labo, elle fournit en marque blanche. On a vu hier Nogai qui, a fait ses salons, mais aussi la formation, maintenant la distribution de produits. Est-ce que ça, pour toi, ce serait une manière plus féminine de faire du business ou cette façon de développer, ça se trouve dans tous les secteurs? Oui, ça, pour le coup, ça se trouve... c'est pas que féminin et ça fait du sens de toucher à plusieurs éléments de la chaîne, oui. Et j'aime bien le modèle de Nogai. Oui, j'aime bien ce qu'elle fait. Oui, c'est hyper smart parce qu'au moment où elle s'est rendue compte qu'en fait, on venait débaucher les filles dans ses salons, elle a eu un moment de panique, puis elle s'est dit, non, ça veut dire qu'en fait, j'ai une valeur ajoutée en formation. Maintenant, faut scale. Après, du coup, le challenge qu'on a quand on est un peu encore petit, c'est comment on scale chacune des activités. Parce que très vite, on est contraint en ressources. Et donc, à un moment, il faut faire une priorisation. OK, j'ai X activités. Laquelle je pousse pour cette année et les autres, c'est effort minimum parce que j'ai pas toutes les ressources. C'est difficile à cette taille de vraiment exceller partout. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'au Sénégal, c'est facile de commencer. Et le Sénégal, c'est dur de faire du business ici. Moi, mais c'est difficile de grossir. Très difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur le marché local. On a un trop petit marché. C'est 18 millions d'habitants, dont, je sais pas, 3-4 millions qui sont en ville. Et en réalité, les gens qui ont les moyens, c'est 1 million. Et l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que on va toujours sur des pricing trop chers. Les produits cosmétiques sont trop chers. La nourriture, parfois, c'est des trucs qui sont vendus chez Auchan, Carrefour. C'est pas la masse, hein. Moi, pour moi, les entreprises on a envie de funder, qui vont vraiment scaler, c'est celles qui vont vendre des produits que quelqu'un à Yumble peut acheter à sa boutique. Et de bonne qualité. Voilà. Et de très bonne qualité nutritionnelle, on est d'accord. Et pour ça, faut travailler avec les produits locaux. Voilà. Parce que si tu importes tes matières premières. Mais trop vite, on se positionne parce qu'en fait, pour moi, c'est des erreurs. Il faut pas aller sur des marchés de niche. Si on veut pas chercher à l'échelle, il faut aller chercher la masse. Il faut chercher la masse. Comme je dis, il faut faire du Ikea pour tout. Mais oui, moi quand je regarde par exemple un brioche dorée, genre je vais voir de la famille à Pékin, je vois brioche dorée tout le temps remplie, il y a tout le temps du monde, les gens achètent leur gâteau là-bas, etc. C'est ça qu'elle a compris. C'est des idées de business. Bah oui. Oui, il faut aller vers le peuple. C'est ça. Tu vois, c'est pas les gens qui habitent à Mermoz.e qu'il faut servir forcément. Ok, il faut les servir, mais après c'est des plus petits business qui du coup c'est ok, mais ça reste un business de niche et on n'a pas forcément envie de. C'est ok aussi de pas vouloir faire grandir son business. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix, voilà. Que du coup, ça limite sa capacité de passer à l'échelle. C'est ça. Et quand on regarde toutes les belles histoires, moi j'adore l'histoire de Bagoré avec la laiterie du berger. Pour moi, c'est le rôle modèle en termes d'impact, entrepreneur à impact. Comment il scale, c'est qu'il est distribué quand même partout. Hein. On le trouve à la boutique, on le trouve dans les grandes surfaces, etc. Donc c'est des produits qui adressent la masse. Ok, il y a les produits à travers le Club Chosan qui étaient distribués. Bon, maintenant c'est devenu une entreprise à part. Mais du coup, quand tu te rends compte que ce produit est trop cher pour la masse, ok, tu fais une distribution en B2C comme ils le font. Mais pour scaler, tu sais que c'est la masse, quoi. Tous tes process sont adaptés à ça. Tu fais du marketing pour la masse, tu fais des produits qui te coûtent pas trop cher à faire, qui restent quali et qui sont accessibles pour la masse. Donc pour moi, c'est vraiment... À chaque fois, je lui dis son histoire. C'est incroyable. Il faut qu'il la raconte plus parce que c'est un vrai modèle pour... et puis, il fait pas 50 000 produits. C'est ça. Il fait du yaourt. Ouais.
Et avec une chaîne de valeur qui, je pense que c'est ça aussi sa force, une chaîne de valeur qui intègre en fait la réalité de toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette chaîne de valeur. Quand on voit comment elle a structuré la filière laitière là-bas, où en fait, il a répondu à des besoins primaires des éleveurs en comprenant qu'en fait, aujourd'hui, peut-être que le paramètre d'intéressement, c'est que leurs enfants aillent à l'école, etc., et qu'ils mettent en place tout ce système-là autour. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Et je pense que on a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur ces chaînes de valeur. On a eu en invité Sénar, Sylvie sur l'arachide et les cajous. Et en fait, c'est ça, sa bête noire, en fait. C'est vraiment la chaîne de valeur, l'approvisionnement, les stocks, etc. Oui. Et pour ça, je sais pas s'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour aider dans ça, parce qu'on voit souvent que c'est ça le problème aussi majeur, indépendamment du marché. Des fois, le marché, il est là, etc., mais on touche juste pas de produits, en fait. Effectivement, sur l'agroalimentaire, un des vrais challenges quand on est dans le passage à l'échelle, c'est l'appro. L'appro, qu'on fasse des jus, quel que soit le produit qu'on a, l'approvisionnement. Pour moi, ça, c'est plus... et ça qu'on a besoin en tant qu'écosystème aussi de nous mettre ensemble. C'est il faut du financement à la base, mais du financement catalytique du coup. Il faut que nos États puissent intervenir aussi très massivement au niveau de cette base pour permettre ensuite à l'industriel et à l'activité de transformation de sourcer localement des produits de qualité. Mais oui, ils ont tous ça. Hein. Souvent, d'ailleurs, ils sont très bien, les entrepreneurs sur ces chaînes de valeur. Souvent, ils se mettent ensemble. Je sais que sur la chaîne Cajou, ils ont une alliance même africaine. Donc, ils se mettent ensemble, ils savent un peu où sourcer, etc. Donc ça, pour moi, ce type de problématique, c'est à adresser en groupe. C'est ça. Et c'est justement une question que je voulais te poser. La collaboration, c'est pas quelque chose qui s'apprend forcément à l'école. C'est pas quelque chose qui s'apprend forcément même dans les écoles de commerce. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une vraie clé. C'est nécessaire. Et comment est-ce que vous accompagnez les femmes que vous avez dans votre portefeuille à collaborer? Alors, nous, on a vu qu'elle collaborait, hein. Elle discute. Je sais qu'on a créé un groupe déjà, Niveau Capital, mais je sais qu'il y a un groupe sans nous aussi, où ils échangent, ils se partagent des opportunités. Quelque chose qu'on a pu faire que cette année, en fin 2025, on a fait notre première retraite de portefeuille. Et c'était super. C'est Dabou, en plus, qui a animé cette retraite. C'est super parce qu'on a fait à chaque fois sur des problématiques qu'eux, ils rencontrent, des petits groupes de travail. Et après, des choses en sont nées, ils se sont dit qu'ils vont travailler ensemble sur tel sujet. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu fais de la collaboration. Au niveau Week Academy, qui accompagne beaucoup plus de femmes, aussi, je sais que la collaboration est vraiment encouragée. Tu vois, il y a des gens qui vont se mettre ensemble pour produire quelque chose, pour sourcer, etc. Et ça, c'était aussi une des volontés qu'on lançait Week Academy en 2020. On a encore 2 dernières questions avant de clôturer notre échange. Tu parles justement, Marina te parle de la collaboration. Je pense qu'en fait, il y a des choses, des critères qui font que voilà, une personne, que ce soit homme ou femme, en tant qu'entrepreneur, ait toutes les chances, en tout cas, de réussir sa levée de fonds et sa relation avec l'investisseur. Aujourd'hui, si tu avais tu nous as cité Bagoré, mais qui n'est pas dans votre portefeuille. Aujourd'hui, sur votre portefeuille, ce serait quoi, en fait, si tu avais à citer quelques figures inspirantes qui ont vraiment les qualités de personnes qui peuvent porter des entreprises, qui peuvent passer justement à l'échelle, ce serait qui, par exemple? Toutes celles qui sont dans le portefeuille, elles ont le potentiel de passer à l'échelle. Hein. On a investi récemment dans Esteval, je sais pas si vous connaissez Esteval. Ouais. Bah oui. Du coup, avec un super duo que j'appelle le frère et la sœur. Très sérieux, très posé, très réfléchi. Qui sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, beaucoup de persévérance et très ouverts au conseil. Ils pourraient se dire, écoute, nous, on le fait depuis 40 ans, ce truc. Mais c'est ça. C'est vrai. Genre, on sait plus que vous. Ils ont été très pionniers, justement, excellent, sur la distribution de masse des jus locaux. C'est ça. Totalement. Et donc là, maintenant, et en plus, avec une bonne demande à l'export, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils exportent. Ah oui. D'ailleurs, le marché export est même plus accessible, je trouve, que parfois le marché local sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça, c'est une entreprise totalement scalable. Et on espère raconter l'histoire de la laiterie du berger avec cette entreprise-là, quoi. Ah, génial. Et on en a une en Côte d'Ivoire qui est exceptionnelle aussi. Fémi, elle fait des palettes en bois.
Ok. sur la chaîne de valeur bois, menuiserie industrielle. Et elle, déjà, on a trouvé une entreprise super carrée, très carrée. Comptabilité bien tenue, très formelle. Et donc, post-investissement, c'est normal que ça suive son chemin, sans sans grosse inquiétude, quoi. Ouais. Et comme on est dans parcours, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment un parcours impressionnant que tu aimerais citer là aujourd'hui? Je pense qu'une de nos belles, dont on est très fiers, c'est Isse de Mbourou, qui a fait un super travail qu'on a investi dans Mbourou. Elle venait de démarrer en 2020. Elle faisait, je pense, 50 millions, 60 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je pense qu'elle est, elle a multiplié ça par 8. Ouais. Bien sûr, avec des challenges, développer une entreprise rapidement, c'est très difficile, mais vraiment un très, très beau parcours. Mais elle, par exemple, c'est l'exemple de l'entrepreneur qui est aussi très demandeuse. Elle nous fatigue. Moi, elle me fatigue. Elle m'appelle. Mais très demandeuse toujours d'input, qui travaille avec tout l'écosystème. Je pense qu'elle a eu de l'accompagnement d'un peu tout le monde. Donc ça, c'est une belle trajectoire. Quelqu'un qui est parti aussi avec une grosse volonté d'impact. Et ça aussi, c'est très spécifique des femmes. En général, quand on entreprend, on y va toujours pour de l'impact. C'est pour laisser une trace au-delà du retour financier. Totalement. Et on l'encourage à maintenir cet impact-là au niveau de Ngaparo. Voilà. C'est une très, très belle... Coucou un Isse, très bel et exemple. puis coucou Ngaparo. Nous, on a de la chance, on est à côté. Donc... Ouais, nous, elle nous a abandonnés. Mais ça, c'était un très bon choix de sa part aussi. Totalement. Ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir prendre des décisions très vite, Exactement. se recentrer et repartir. Non, je confirme, un très, très beau parcours. Ouais. Et tu parles justement de cet écosystème avec qui elle travaille énormément. Aujourd'hui, en fait, comment cet écosystème, il vous permet de faire un travail de qualité et sur qui vous vous appuyez pour justement, parce que vous faites pas tout. Oui. Donc, comment, en fait, Wix s'appuie sur cet écosystème? Alors, sur le sourcing, on s'appuie beaucoup sur les autres. Et encore plus d'ailleurs sur ce fonds 2, parce qu'on va aller chercher vraiment les meilleurs. Et donc, nous, c'est aller parler aux cabinets de conseil, tous ceux qui accompagnent, leur dire, OK, voici nos critères. Vous avez sans doute des entrepreneurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vus. C'est le bureau de mise à niveau qui fait un super travail, je trouve. À des PME également. Parce que, en fait, je vise toujours le réflexe de l'entrepreneur sénégalais, c'est d'aller voir l'État, souvent. Donc, l'État a une connaissance très pointue et très poussée de l'entrepreneuriat et connaît des entreprises que sans doute nous, on ne connaît pas. C'est les banques. Souvent, les banques, elles nous appellent pour chercher du pipeline, parce qu'elles aussi, elles veulent financer des femmes, mais elles trouvent pas. Donc, parfois, elles nous appellent pour dire, OK, est-ce que vous avez financé ou accompagné des entreprises de femmes qui seraient intéressées par un prêt? Donc, c'est vraiment tout le monde. Tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est offre de financement, parce qu'on peut cofinancer, gouvernement. Voilà. Et aujourd'hui, on est très impliqué dans une initiative d'écosystème qui est la Task Force Sénégal pour la mise en place d'un partenariat avec le Global Steering Group, GSG. Donc, c'est une ONG internationale. Il y a des partenariats dans presque tous les pays. Et l'objectif, c'est vraiment de pousser l'investissement à impact dans le Sénégal en définissant ensemble les priorités du pays et en ayant ensemble des initiatives d'écosystème. Et donc, We Capital est assez impliqué dedans. C'est tous les acteurs, c'est des entrepreneurs à impact, des fonds, la demande de capital, les accompagnateurs, c'est aussi tout ce qui est PTF, la coopération. Le gouvernement pour tout ce qui est policy making. Donc, ensemble, on va définir des choses à faire. Moi, je pousse beaucoup pour le sujet de l'amorçage. Il faut qu'on ait une vraie offre. Je t'en ai parlé une fois. Il faut qu'on ait une vraie offre, mais massive, de financement d'amorçage sans attendre de rentabilité. Tu vois, des entreprises qui font 50 millions, 30 millions, c'est quand même difficile de leur faire de l'equity parce que le travail est énorme pour aller à 500 millions. Mais je pense que ces entreprises peuvent accéder quand même à des tickets jusqu'à 50 000 euros de prêt à taux zéro ou de mini-subvention à voir avec de l'accompagnement. Parce que pour moi, il faut toujours coupler avec l'accompagnement, pas que l'argent. L'argent seul, ça marche pas. L'accompagnement seul, c'est compliqué aussi. Mais les deux ensemble, pour permettre à ces TPE de devenir au moins des petites entreprises, d'adresser certaines problématiques de base, de formalisation, pour pouvoir ensuite accéder à du capital comme le nôtre et passer là à l'échelle. Donc, je pousse beaucoup pour ce sujet d'écosystème. On est avec des partenaires internationaux, une poche suffisante. Et c'est ça qui nous permettra aussi d'être plus inclusifs. On parle que de Dakar dans l'offre de capital parce qu'effectivement, c'est là qu'on a les plus grosses entreprises, les mieux formalisées. Mais une offre d'amorçage pourra impacter largement les régions. Totalement. Moi, en novembre, j'ai fait une formation, mais je me suis éclatée.
C'était pour le PNUD, les femmes de toute la région Casamance, Ouais. sur l'offre de financement, les différents modes de financement. Elles ont adoré, Oui. elles ont tellement appris. Elles étaient sur des projets, mais tellement bien. Et je suis sortie de là, mais je me suis dit, mais elles, il faut leur trouver du financement. C'est ça. Mais il leur faut des prêts à taux zéro, parce que c'est des choses qui peuvent se développer. Et du coup, justement, une femme aujourd'hui qui se lance dans l'entrepreneuriat, quel conseil tu lui donnerais par rapport au financement? Par quelles étapes elle doit passer, à quel moment? Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peut-être ne réfléchit pas encore au financement. Ok. Le focus, c'est l'entreprise que je suis en train de lancer, qu'est-ce que je veux en faire, quelle est ma vision et comment j'arrive à cette vision. Et il faut absolument générer le bon track record, c'est-à-dire pouvoir montrer que le marché, qu'il y a un marché pour ce que je veux faire, pour mon service, pour mon produit. Okay. Et donc, ton premier focus, ça doit être de vendre. Vendre. Le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires. Le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires. Le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires. Le financement, c'est qu'un moyen. Et souvent, on traite ça encore comme l'objectif. J'ai levé des fonds. Waouh, j'ai levé des fonds. Mais en fait, non. Les fonds te permettent d'aller plus vite. Okay. Et donc, pour moi, quand on se lance, c'est vraiment comment je fais du chiffre. Et après, effectivement, il faut leverager les outils qui sont dans l'écosystème. On a la chance au Sénégal, on a un super écosystème. C'est pas pareil en Côte d'Ivoire. Ouais. L'implication de l'État, les agences étatiques qu'on a, faut aller prendre le support qui est disponible à la DPME. Faut aller prendre le support plus tard qui est disponible au bureau de mise à niveau. On peut lever un peu de fonds. Il y a la microfinance qui est là, à ne pas sous-estimer. Surtout quand on est sur des cycles très courts. Je pense que la microfinance, c'est assez utile et ça te permet de si générer on fait des poulets chiffres. Ou des trucs comme ça. C'est ça. Faut prendre, mais en fait, faut être sûr que sa marge couvre le coût. Et en général, ça le couvre d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça. Aller commencer seul, avec les moyens qu'on a. Après, grâce au track record, on peut aller chercher l'aide. Parce que, encore une fois, et ça je le dis toujours, l'argent n'est pas un problème. C'est les projets. Nous, on est plusieurs à financer là maintenant. Et là, j'ai dit, on va avoir 30 millions, c'est 20 milliards. Donc, on va chercher comme ça les projets. Mais vous allez voir, ça va être difficile d'aller trouver ces 8 entreprises qui vont pouvoir absorber. Donc, l'argent n'est pas un problème. L'argent est là. Maintenant, c'est... les entreprises qui sont prêtes, Exactement. Qui sont au bon moment. Voilà. Donc, on commence par chercher du chiffre d'affaires. Et le track record, pour expliquer, c'est qu'il faut qu'on suive et qu'on ait des preuves de l'évolution de notre entreprise. C'est ça que l'investisseur... Il faut formaliser. Voilà. Et donc ça implique de formaliser. Et souvent, les entrepreneurs ne comprennent pas ce qu'on entend par là, juste d'avoir un cabinet comptable, et ils laissent les chiffres au cabinet. Mais sauf que non, les chiffres qui sont produits, c'est pour toi, c'est pour monitorer, c'est pour suivre la performance de l'entreprise. Un entrepreneur qui ne sait pas combien de chiffre d'affaires il fait par mois, est-ce que son activité est saisonnière ou pas, combien il marge sur ces différents produits. Et c'est souvent le cas, je n'invente pas des trucs. On parle souvent. Oui, tout à fait. Voilà, je fais, j'ai 2-3 produits. Le produit A, il marche combien? Le produit B, il marche combien? Le produit C, il marche combien? Ça, c'est les trucs de base à savoir. C'est pas, quand on vous dit d'avoir de la comptabilité, c'est pas juste l'affaire de la compta. Ça, c'est tellement important. Parce que les chiffres permettent de monitorer. Si aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai les 3 différentes marges, je vois que sur le produit C, en fait, ma marge brute, elle est que de 10%, alors que sur le produit A, j'ai une marge de 50%. Quel produit je dois pousser? C'est ça. Mes efforts, je les mettrai sur le produit A, plutôt que sur le produit C qui me mange de la ressource plutôt qu'autre chose. Voilà. Moi, ce que je retiens, on arrive à la fin de notre échange, et ce que je retiens de ce que tu viens juste de dire d'ailleurs, c'est vraiment ce mot intentionnalité des deux côtés. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit intentionnellement vouloir lever des fonds pour les bonnes raisons et être prêt pour ça, et intentionnellement aussi mettre ce qu'il faut, jouer le jeu en fait de ça pour aller jusqu'au bout. Et les investisseurs aussi doivent être intentionnels sur le fait qu'ils veulent accompagner les entrepreneurs pour mettre en fait des véhicules d'investissement qui soient adaptés, qui répondent aux besoins, etc. Et on voit comment vous, en fait, sur la thèse d'investissement de départ, vous évoluez et vous vous adaptez, et c'est quelque chose de totalement assumé. Donc, je pense que et de ne pas jouer un jeu de on veut faire ça, mais finalement on met en place des choses qui fonctionne pas. Vous préférez en fait faire évoluer le fonds et dire on a besoin de quelqu'un qui prenne le relais sur l'amorçage pour qu'on ait des entreprises qui soient assez prêtes
pour que nous, on puisse investir. Donc, je pense qu'il y a cette intentionnalité qui est teintée vraiment de transparence et d'honnêteté de la part de chacun pour que ça fonctionne. Et en fait, je le dis souvent, on le voit souvent avec beaucoup de femmes, on en a accompagné aussi beaucoup. Souvent, le constat que j'ai, c'est que elles disent quelque chose qu'elles ne pensent pas, en fait, vraiment. Donc, ce côté très intentionnel. Elles vont te dire, ouais, je veux développer mon entreprise. Mais en fait, quand on regarde au fond, elles veulent le garder vraiment petit. Ou elles vont dire, je veux lever des fonds. Mais au fond, elles ont cette peur d'intrusion, voilà, etc. Et finalement, de partager tout cela, ça permet, au fond, qui a un intérêt, qui a vu, en fait, le potentiel que l'entrepreneur peut-être ne voit pas encore, de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'accompagner. On a vu le coaching, tout ça qui est fait. Et vraiment, nous, on a beaucoup de chance, comme tu le disais, d'avoir un écosystème aussi dynamique et des parties prenantes, en fait, qui s'engagent et qui sont aussi, qui cherchent de l'impact. Et vraiment, on a beaucoup de chance. Je vais laisser Marina te poser la dernière question pour clôturer. Mais avant ça, en fait, j'aimerais que tu nous partages, toi, qu'est-ce qui te plaît, en fait, quand tu es au sein de cet écosystème aussi dynamique et quel est le message que tu as envie de laisser, si c'est un plaidoyer à faire, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, j'adore mon métier. Le métier d'investisseur, il est passionnant. On est entrepreneur autant de fois qu'on a de sociétés à gérer. C'est parce sûr. que, du coup, on gère toutes les problématiques. Et surtout, on apprend au quotidien. Et mon équipe, pareil, je leur dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de faire ce travail, quoi. Et c'est pas juste un métier de financeur, comme je dis, parce que en banque, on regarde que les dossiers, etc. Et puis ça passe d'un service à l'autre. Nous, on est sur toute la chaîne, de l'octroi à l'exit, à la sortie d'un investissement. Donc c'est vraiment passionnant. Moi, ce qui me drive, c'est l'impact. C'est vraiment, de pouvoir dire ces petites entreprises-là, elles sont à telle taille aujourd'hui, et puis en moins de 5 ans, une entreprise peut créer 20 emplois. Ça, c'est concret, quoi. C'est concret. Et des salaires moyens au-dessus de la moyenne nationale, de voir l'évolution du chiffre d'affaires, ça, c'est de la richesse contribuée à notre pays. Donc ça, il y a pas pareil, honnêtement. Et donc, ce qui va toujours me driver, ça va être, de pouvoir mesurer mon impact, de pouvoir mesurer. Et aujourd'hui, j'ai cette grille de lecture dans tout ce que je fais. Même faire un podcast, tiens, genre, pourquoi je vais donner X minutes de mon temps? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça n'impacte pas? Totalement. Ça impacte, j'y vais. Voilà, donc si j'ai un message à donner, c'est ça, que ce soit des jeunes professionnels, que ce soit des entrepreneurs. Donc tout ce que vous faites, pourquoi vous le faites? Savoir, mais ça implique de savoir qui vous êtes. Et donc ça, faut aller le chercher. Faut aller le chercher très tôt et comprendre votre mission et y aller. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, en réalité, les épreuves vont arriver, les challenges vont arriver, mais vous allez en sortir plus fort. Vous allez voir la croissance derrière l'épreuve au lieu de rester, de vous abattre. Moi, maintenant, je me dis, chaque épreuve, c'est un process d'initiation. Je me dis, non, Marina, c'est l'initiation. OK. Mais c'est ça, en plus, c'est vraiment vrai. C'est pas un truc que tu te dis, c'est la réalité. C'est ça. Mais ça change la perception. En fait, ça change de se dire ça. On n'est pas là, ah non, encore une galère. On dit, OK, nouvelle étape d'initiation. Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette... J'ai hâte de voir ce que je vais apprendre. Voilà, c'est ça. J'ai hâte de voir la Marina que je vais devenir. C'est ça. OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? OK, qu'est-ce qu'on doit... Voilà. Et je trouve ça passionnant. En tout cas, t'as l'air... Ça change ta façon de voir le monde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le problème, il reste là. Il reste à régler. Mais ta façon de le percevoir, ça change tout. Ça change même ta dynamique avec ton équipe. Ça change tes relations avec les gens autour de toi. Ça change ton humeur quand tu rentres à la maison. Exactement. Parce que c'est vrai des fois, on parle aux femmes de est-ce qu'elles sont soutenues dans leur entourage, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très important qu'elles soient soutenues. Mais c'est vrai qu'on devrait parler à l'entourage aussi, parce que des fois, quand on est entrepreneur aussi, on fait que travailler. Moi, mes enfants, ils en ont marre. Parce qu'on fait que travailler. Même en vacances, on travaille. Mais enfin, on travaille tout le temps. Donc, il y a aussi cet impact autour de nous. Mais si on change un petit peu notre perception, avec un regard pas naïf, mais en se disant, ça fait partie du chemin. Et on est dans la construction, en plus. On est entrepreneur. Et ça nous rend quelqu'un de beaucoup plus... Totalement. En tout cas, tu as l'air très épanouie dans ton travail aujourd'hui. Et je pense que l'écosystème a de la chance
que tu sois là. Je fais mon petit bout. Voilà. Alors, si notre dernière question qu'on pose à toutes nos invités, c'est des choses sur lesquelles t'as pas de prise aujourd'hui, toi. Si on te donnait une baguette magique et que tu pouvais tout faire, tu peux l'utiliser une fois pour une chose. Tu l'utiliserais pour faire quoi? Dans le cadre du travail, hein? Non, ça peut Non, être dans le cadre de l'écosystème. Tout. une Voilà. Baguette magique à changer. la vie, la vie en général. Quelque chose sur lequel toi tu n'as pas d'impact aujourd'hui. Tu peux pas le faire toute seule. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est mindset. On a un vrai challenge de mindset quand même dans ce pays, il faut le dire. Et ça impacte le capital humain, qui devient une problématique pour les entrepreneurs. Et ça impacte vraiment à tous les niveaux, ça nous freine. On est un pays béni, hein, on est un continent béni. Mais si on adressait les mindsets, je ne sais pas comment le faire, mais du coup, la fameuse baguette magique ou la grâce divine. Tu l'utilises pour ça. Ouais. Ok, alors on lance cette baguette magique et on la laisse faire son travail. Mais honnêtement, c'est une question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ça? À réfléchir. Je pense que ce que vous faites avec cette approche aussi positive des challenges qu'on peut rencontrer, et tout à l'heure ce que tu disais aussi, et ce qu'on a toutes dit, c'est-à-dire oser parler. Parce que moi, ce que je remarque des fois avec mon regard un peu extérieur au Sénégal, c'est qu'on a tellement peur de ce que les autres vont penser que quand on est face à une problématique, on va en parler à personne. On va essayer de gérer son truc tout seul parce que on veut conserver l'image. Hein, l'image est hyper importante au Sénégal. Donc, je pense qu'apprendre aux gens à parler, apprendre que c'est OK d'avoir un peu de vulnérabilité, ce que vous faites avec le coaching en mettant du développement personnel dedans, je pense que c'est vraiment des petites graines qui peuvent... Voilà. Et si les jeunes voient des gens plus âgés comme nous s'autoriser à la vulnérabilité, être capable de dire quand on a des problèmes, être capable d'aller demander de l'aide, je pense que petit à petit, ça va changer. Inch'Allah. C'est ça, c'est vraiment la raison d'être de ce podcast, c'est vraiment de partager en fait de manière très authentique en fait les choses comme on pourrait se le partager dans une chambre entre femmes, parce qu'on sait que c'est là où on se confie. Et la confidence souvent dans nos cultures peut être sujet à la critique ou en tout cas au jugement. Et de dire qu'en fait, non, voilà, ça peut être aussi libérateur. Et surtout, ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un pour qui ça change la vie. Et je me dis, finalement, si ça ne change ne serait-ce qu'une seule vie, ça vaut le coup d'être fait. Et il y a en fait vraiment une expérience qui est maintenant capitalisée, qui est dans cet écosystème qu'on doit partager. Et je pense que chacune de nous, dans nos activités respectives, on le fait. On est toutes des femmes engagées. Et moi, la notion que j'ai de l'écosystème, c'est on est porté par la même ambition et la même vision de ce qu'on veut pour notre pays, ce qu'on veut pour les femmes de ce pays et les hommes de ce pays. Et finalement, on peut faire les choses ensemble, comme on peut en fait chacun et chacune à notre manière contribuer en fait à cela. Moi, je donne toujours l'image en fait du radeau. Un radeau, c'est plusieurs bouts de bois, mais finalement, ça donne un radeau. Mais chacun peut amener un bout de bois, un bout de Casamance, l'autre de Louga, machin. Mais finalement, voilà, même sans s'être concerté, on est en train de construire un radeau sur lequel on peut tous monter et voilà, aller vers, en tout cas, des choses qui sont, voilà, ce qu'on souhaite en tout cas à notre pays. Donc vraiment, j'exhorte en tout cas à toutes les personnes qui sont dans l'écosystème parce qu'aujourd'hui, on est dans un numéro spécial où on vient parler à une structure d'accompagnement et à une professionnelle aussi de l'accompagnement. J'exhorte vraiment à toutes les personnes, même aux entrepreneurs, hein, de jouer le jeu de cet accompagnement-là parce que on a beaucoup parlé de mentorat, le mentorat entre pairs, c'est-à-dire que entre entrepreneurs, c'est super important. Le partage d'expériences hyper important et juste en fait des espaces bienveillants de partage où on peut libérer la parole. Vraiment, et souvent je dis ça en rigolant, à la fin de tous nos programmes, je dis mais en fait elles avaient juste besoin de parler. Souvent, elles ont juste besoin de parler. Et tout ce qu'on leur a appris, elles le savaient déjà, mais elles avaient juste besoin de parler. Et ça a vraiment créé aussi ces espaces-là où ces choses peuvent s'exprimer en toute bienveillance. C'est super important.
Donc, on va tout utiliser notre baguette magique pour C'est ça. Mindset, pour contribuer. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Evelyne, d'avoir Merci pris le beaucoup. temps, d'avoir, en tout cas, jugé utile qu'on se parle pour ce podcast. On sait à quel point ton agenda est très chargé. Donc, merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique lieu, les bureaux de WIC Capital et de WIC Academy. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Merci à vous pour l'intérêt, la mise en lumière aussi de ce qu'on fait. Moi, je vous encourage, parce qu'effectivement, vous contribuez aussi à cette éducation, à ce changement de mindset, à massifier aussi l'information. Donc, bravo, continuez. Avec SEO aussi, voilà, je t'encourage vraiment très fortement. Tu vas investir dans SEO un jour? Est-ce que c'est investissable? C'est pas un business. On va discuter en off. Après, quand tu feras de moi le prochain Mazar de l'accompagnement ou le prochain de la... Non, mais... You never know. You never know. Mais clairement, il y a des opportunités de collaboration qu'on pourrait pousser parce que l'accompagnement soft, là, oui, il est important. Sur la base, oui, il y a des choses à faire. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Et puis, on a hâte de voir les prochaines pépites du WIC. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés pour ce parcours spécial structure d'accompagnement. Et on se retrouve très bientôt pour un parcours de structure d'accompagnement tout aussi inspirant.